musée de la préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes, la cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffé, la chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus abominables. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Dans les archives du musée, les comptes rendus d'enquête, les scripts des interrogatoires, les croquis des scènes de crime vont nous emmener sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de l'histoire. Il corso non perdona mai, né vivo né morto. Le Corse ne pardonne jamais, ni vivant ni mort. Telle est une des devises de ce peuple fier et rude qui a fait de la vendetta une de ses règles de vie. Fondamentalement réfractaires aux abus de l'autorité, les Corses ont fait du maquis le refuge de tous les insoumis et l'aide à ceux que la justice recherche. Une tradition que tout le monde accepte. C'est sur cette île, où montagnes et mers s'unissent et se heurtent, qu'un jeune bûcheron de 21 ans va suivre un chemin de vie des plus tortueux. À la fois bandit d'honneur et bandit de grand chemin, André Spada est considéré comme le dernier représentant des grands bandits corses. Ces hors-la-loi ont beaucoup nourri l'imagerie populaire, comme Nonce Romanetti, dit le roi du maquis, ou encore les frères Bellacoche, qui ont inspiré de nombreux écrivains comme Maupassant ou Mérimée. Excédés par l'impunité dont jouissent les hors-la-loi et par leur pouvoir qui devient de plus en plus important, le gouvernement décide de réagir. En 1931, Clémenceau lance une campagne d'épuration de l'île. Elle est dirigée par Pierre Laval. Cette opération, qui a pour objectif de débarrasser la Corse de tous ces bandits, va être un échec cuisant. Spada va continuer à courir dans le maquis et il va même narguer les autorités en donnant des interviews à la presse. Heureux de faire votre connaissance. Moi, le bandit Spada, bandit d'honneur et de vengeance. Le 8 octobre 1922, dans le village de Sari d'Orcine, situé à une trentaine de kilomètres d'Ajaccio, les villageois fêtent la Santa Liberata, la patronne du village. À cette occasion, on célèbre les baptêmes, les fêtes religieuses et les victoires électorales en tirant des coups de feu. La journée s'achève par un grand bal populaire au son de l'accordéon. Jules Salis, un marin italien venu d'Ajaccio, danse avec Jacqueline Polli, une jeune et jolie fille du village, quand ils sont interrompus par un jeune homme qui ne tolère pas qu'elle soit accompagnée d'un Italien. Il est rejoint rapidement par d'autres garçons du village et une bagarre éclate. Soudain, un coup de feu part. Le marin reçoit une balle dans la cuisse. Les gendarmes arrivent rapidement, mais leur enquête ne va pas être facile. Personne n'a rien vu, rien entendu. La jeune Jacqueline Polli accuse un certain Santu Stefanini. Et malgré la désapprobation de tous les témoins, elle insiste. Les gendarmes Parent et Caillot le connaissent. Ils l'avaient vu un peu plus tôt dans la journée en compagnie d'Antoine-Dominique Routilly, lui aussi connu des autorités. Parent et Caillot se mettent donc immédiatement à leur recherche. Ils les retrouvent 600 mètres plus loin dans une buvette. Stefanini est là, avec les frères Routilly et un certain André Spada. « Haut les mains !» lancent les gendarmes en entrant. Malgré les protestations du petit groupe, ils passent les menottes à Santu Stefanini et à Dominique Routilly, qui clament tous les deux leur innocence. Il se défend, il dit que c'est pas lui, qu'il a rien fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens autour disent la même chose. Mais les gendarmes sont persuadés que c'est lui. Donc il embarque, il le menotte et il embarque. En descendant, les gendarmes tombent dans les escaliers, ils entraînent Antoine Dominique dans leur chute et ça le blesse au poignet.
Et c'est là où Antoine Dominique dit « Aiuto fratello », en appelant André. André sort, il voit son ami par terre avec 2 gendarmes dessus. Spada assiste impuissant à la scène, c'est une injustice. Son ami est maltraité, il est bousculé, il est tiré, il est menotté sur un chemin. Et à un moment donné, son ami l'appelle au secours. Il lui demande de faire quelque chose pour l'aider parce que c'est quelque chose d'injuste. Là, c'est parti, lâchez-le parce qu'il n'aurait rien voulu savoir. Au contraire, un gradé qui a dit fais feu, c'est-à-dire en Corse, on dit fallez-vous, c'est-à-dire par là, tire. Et là, André Spada finalement prend la décision d'intervenir. Et donc il sort son arme, il abat un gendarme, il en blesse un autre et il libère son ami. Le gendarme Caillot gît au sol mortellement blessé. Rutilli, Stefanini et Spada s'enfuient dans le maquis sous les tirs du gendarme Parent qui, lui aussi, est touché. Les 3 jeunes hommes en cavale vont devoir organiser leur nouvelle vie. La cavale dans le maquis a bien sûr pour but la survie. Alors, cette survie s'organise par divers moyens. D'une part, il faut se nourrir et le bandit a besoin d'avoir recours à un guide ou à un protecteur. Et ce guide est souvent une personne de confiance, un ami très proche. Ce guide lui apporte des vivres, mais aussi lui donne des indications sur la position des gendarmes, sur éventuellement les derniers verdicts des tribunaux. Ils vont avoir une vie qui aujourd'hui va nous paraître très difficile, mais qui en fait correspond déjà à la vie qu'ils avaient à l'époque à la maison, si ce n'est qu'ils changent d'endroit pour dormir tous les soirs. Alors comment ils s'organisent? Eh bien, ils vont aller dormir dans des grottes, dans des abris, parfois dans des maisons. Ils vont être ravitaillés par la population, par les proches, par les amis, qui vont leur amener à manger. Après, ils sont au maquis, donc ils sont armés. Ils vont avoir besoin de ravitaillement en poudre, parce qu'il leur faut de la poudre pour pouvoir tirer sur les animaux lorsqu'ils chassent, sur les ennemis quand ils en croisent. Et donc la vie, elle est très dure, mais correspond déjà à une époque où la vie elle-même est dure sans être au maquis. Donc on est habitué, on est préparé à ce type de vie. Stefanini, qui était berger, retrouva son troupeau dans la montagne. Mais voyant la tournure que prenait cette affaire et se sachant innocent, il décida de se rendre. Malheureusement pour lui, le gendarme Parent l'accusait d'avoir tiré sur son collègue et de l'avoir tué, malgré le fait qu'il faisait nuit et qu'il n'avait pas vu grand-chose. De plus, Jacqueline Poli continuait d'affirmer que c'était lui qui avait ouvert le feu sur son ami italien. Stefanini allait croupir en prison. Spada et Rutilli, dans le maquis, ne pouvaient pas laisser leur ami derrière les barreaux. Ils rédigèrent une lettre où Spada s'accusait du tir mortel qui avait tué le gendarme Caillot. Comme par enchantement, tout s'arrangea. Un homme, Jean-Baptiste Soubrini, reconnut avoir tiré sur l'Italien. Jacqueline Poli déclara qu'elle s'était trompée. Le gendarme Parent finit par reconnaître que dans l'obscurité, il n'avait pas vraiment vu qui avait tiré. Et on libéra Stefanini. Spada et Dominique Rutilli, eux, n'étaient pas sortis d'affaires et restèrent dans le maquis. L'idée de se constituer prisonnier ne les effleura jamais, bien au contraire. Spada raconta dans ses mémoires « J'aurais cru me déshonorer en me constituant prisonnier. Bien abrités dans le maquis, nous étions décidés à nous défendre jusqu'à la mort. » Le bandit d'honneur est celui qui tue pour se venger d'une offense subie par lui ou par sa famille. C'est donc celui, en quelque sorte, qui lave par le sang le déshonneur. Alors, Spada souhaite incarner l'honneur des bandits des siècles passés et il fait souvent référence aux bandits Bella Gauche, 2 frères très célèbres qui ont tenu tête aux tribunaux et aux gendarmes pendant 40 ans. Et d'ailleurs, André Spada, dans les innombrables courriers qu'il adresse à la presse ou au pouvoir, signe toujours « bandit d'honneur et de vengeance ». Et souvent, il ajoute sa devise « plutôt 100 000 fois la mort qu'une seule fois le déshonneur ». Alors, on peut se demander ce qu'est l'honneur. Si on se réfère à la définition proposée par Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel du XIXe siècle, il s'agit de la considération qui s'attache à certaines actions. Donc finalement, l'honneur est moins une dignité en soi que le sentiment de cette dignité.
On peut donc dire ici que Spada se plie parfaitement à cette définition. Il l'explique dans ses mémoires en 1933. Il dit « Un bandit doit faire sa réputation ». C'est dans ces montagnes du Crusini que Spada et Rutilli avaient trouvé refuge. Ils connaissaient chaque recoin de ce maquis. Ils vivaient dans cette grotte difficile d'accès. La vie dans le maquis s'organisait et, soutenus par leur famille, les deux bandits demeuraient introuvables. Nos parents, ils côtoyaient quand même. Hein. Même ils étaient au maquis, c'était toujours... Hein, ma mère, du village, elle allait voir son frère, tel endroit. C'était ni vu ni connu. Les gendarmes essayèrent de collecter des informations parmi la population qui restait muette. Et puis les gendarmes ne sont pas les bienvenus à l'époque, parce que justement, non seulement ils traquent le bandit, enfin celui qu'on dit le bandit, mais ils traquent les familles. Donc souvent, ils sont portés sur d'autres chemins. Au moment où il faudrait qu'ils prennent celui de gauche, on leur fait prendre celui de droite. Et mon père en a souffert parce que les gendarmes venaient à la maison. André dormait dehors. Et on avait un petit jardin, une étable. Il dormait sous l'étable. Mais il dormait toujours en dehors du jardin. C'est-à-dire il dormait au pied du mur. Du moment que s'il y avait quelque chose, il pouvait s'en aller. S'il était dedans, il fallait qu'il ouvre et qu'il sorte. Donc il dormait toujours au pied du mur, sous l'étable. Les gendarmes de Savoie, ils ont tabassé, comme on disait à l'époque, oui. Ils ont fait des pressions sur le grand-père et la grand-mère. Sur un jeune. De leur côté, André Spada et Antoine-Dominique Rutilli, en cavale, rongeaient leurs freins. Si les gendarmes, Parent et Caillot, n'avaient pas accusé à tort Rutilli de l'agression du jeune Italien, le gendarme n'aurait jamais été tué. Sa mauvaise réputation, Rutilli le savait, il la devait à un habitant de Lopigna, son village. Pourquoi les gendarmes sont rabattus sur Antoine-Dominique? Tout simplement et bêtement pour une banale histoire de meule de foin qui avait été brûlée dans le village de Lopigna, là où mon oncle se trouvait, et qu'il avait été accusé par Antonino Marc, sans preuve aucune, mais les gendarmes étaient venus l'arrêter. N'ayant pas de preuves, n'ayant aucune charge contre lui, ils l'avaient relâché. Les faits s'étaient déroulés une semaine plus tôt. Un climat de délation pesait sur le village. Rutilli, injustement accusé, gardait une grande rancœur envers Antoine Marquis, qu'il avait dénoncé aux gendarmes et qu'il rendait responsable de leur malheur. Ne pouvant pas accepter cette situation, il décida de sortir du maquis, accompagné de Spada, pour une confrontation. C'est à Lopigna, dans l'épicerie buvette de Mathieu Thor, le 1er janvier 1923, qu'il retrouve Antoine Marquis. Ce dernier, ne se doutant de rien, adresse un « Bonjour, comment vas-tu ?» à Rutilli, qui lui donne 2 coups avec la crosse de son fusil en guise de réponse. Puis les choses dégénèrent rapidement. Mon oncle lui a dit qu'il fallait qu'il quitte le bar parce qu'il n'acceptait pas de boire à la même table qu'un mec qu'il soupçonnait d'avoir fait des choses qu'il n'avait pas fait, c'est-à-dire d'avoir brûlé sa meule de foin. Et lui a eu un geste méchant à son égard. Et mon oncle lui a dit, ben voilà, puisque tu es un homme, ou si tu es un homme, sors avec moi dehors. Lui, ayant pris peur, à la place de sortir dehors, il y avait un pétrin, il s'est caché dans ce pétrin. Rutilli et Spada attendent Marquis devant le bar, et lorsque la porte s'ouvre, Antoine-Dominique fait feu. Un homme tombe à terre. Cet homme n'est pas Antoine Marquis, mais Pascal Rutilli, le frère d'Antoine-Dominique, venu à sa rencontre pour le calmer. Ivre de rage d'avoir commis l'irréparable, Rutilli devient incontrôlable. Il tire sur tout ce qui bouge. Mathieu Thor, le patron de l'estaminet, sort à son tour pour porter secours et reçoit lui aussi une décharge de chevrotine dans les fesses. Le garde champêtre, Paul-André Léca, se précipite. Il est atteint au bras. À l'intérieur, les clients n'emmènent pas large.
L'un d'entre eux réussit à dégager une petite ouverture en bas d'un mur et sort par ce trou de la maison. Il est suivi par Antoine Marquis. Dehors, Routilly semble devenu fou. Il tire au moindre mouvement suspect. Spada se tourne alors vers lui et lui dit « Tu as tué ton frère, tu aurais mieux fait de me tuer moi ». Antoine Dominique se rend alors compte de la situation et il se précipite vers son frère. Il le transporte dans la maison. Fort heureusement, Pascal respire encore. On va chercher un médecin. C'est alors qu'il s'aperçoit qu'Antoine Marquis s'est enfui. La rage le reprend. Il monte à l'étage, fait voler en éclats la fenêtre de la chambre en tirant pas moins de 11 coups de feu dans la vitre. Spada réussit encore une fois à le calmer et l'entraîne pour rejoindre le maquis. Antoine Marquis prit le premier bateau pour le continent avec la ferme intention de ne plus remettre les pieds sur l'île. On savait désormais dans la Tchinarka que rien n'entraverait plus leur audace et que la mort frapperait inexorablement quiconque les défierait. Les gendarmes eux-mêmes, sans arrêter les recherches, engagèrent leur action sur le chemin de la prudence. Avant de tomber en disgrâce, André Spada était un jeune homme sans histoire. Né à Ajaccio le 13 février 1897, d'un père sarde, Gavino Spada, charbonnier, et d'une mère corse, Marie Berti, originaire de Véro, il était l'aîné de 9 enfants. Alors Spada, c'est un jeune ouvrier agricole, comme toute la Corse de cette époque, et il a déjà un premier problème, c'est qu'il est sarde. Il est sarde, et être sarde dans le sud de la Corse au début du XXe siècle, c'est pas facile à porter. Pas facile à porter parce qu'on a eu une émigration très forte de Sardaigne, une population ouvrière, laborieuse, qui n'a pas donné une bonne image de la Sardaigne. Ce qui est faux, hein, mais dans l'imaginaire populaire, il faut qu'il s'impose en Corse, il part avec un temps de retard. C'est en 1909 que la famille s'installe dans le petit village enclavé de Lopigna, perché sur la montagne. Très jeune, André arpente le maquis impénétrable d'arbousiers, de lentisques, de bruyères arborescentes et de chèvrefeuilles atteignant parfois plusieurs mètres de haut. Très bon chasseur, il connaît parfaitement tous les recoins de ce maquis sauvage et aime se réfugier dans les Tafoni, ces excavations creusées par la nature, habitées il y a des millénaires par les insulaires de la préhistoire et qui sont encore utilisées comme abri par les bergers. La famille Spada est pauvre. D'ailleurs, les temps sont difficiles pour tous les Corses en ce début du XXe siècle. Nous avons une Corse qui est très peuplée, ce qui va poser des problèmes, notamment au niveau de la nourriture, parce qu'on est dans une Corse essentiellement agro-pastorale. Donc on a des bergers, des agriculteurs qui cultivent les terres, et il faut nourrir cette population qui est en augmentation. Très peu d'habitants dans les villes, une population qui vit dans les montagnes, avec un mode de vie difficile, parce que être berger dans les montagnes, c'est pas facile. Il faut marcher, il faut vivre avec peu de moyens. Et on a une Corse qui s'en sort, mais qui s'en sort difficilement parce qu'elle ne produit pas assez pour se nourrir. Donc c'est une vie qui est difficile. Georges Clemenceau, alors président du Conseil, dresse un constat alarmant. La pauvreté de l'île est extrême, rien n'est comparable. Ni la Bretagne, ni les Hautes-Alpes, ni peut-être aucun pays d'Europe ne peuvent donner une idée de la misère et du dénuement actuel de la Corse, écrit-il. Il ne faut pas oublier qu'on est peu de temps après, on est 40 ans après 1870, et en 1870, à la chute du Second Empire, il y a une corsophobie qui va se généraliser en France. On va rendre les Corses collectivement responsables d'avoir mis 2 empereurs sur le trône de France, et va commencer un racisme anti-corse très fort. On fait des corsonnades au moment de la chute du Second Empire, c'est-à-dire qu'on cherche des Corses pour les jeter dans la Seine. Déjà au début du XXe siècle, Clemenceau voulait céder la Corse pour quelques sous symboliques à l'Italie. Donc la Corse représente finalement une entité criminelle qui fait honte à la France à une époque où cette violence semble anachronique par rapport au reste du territoire français. Mais surtout, ce qui agace le gouvernement français, c'est la pratique de la vendetta, cette tradition ancestrale appliquée depuis des siècles sur l'île.
La vendetta correspond à un enchaînement d'homicides entre deux familles ou deux clans dits en inimitié ou en mésintelligence, donc en forte opposition. Et les deux familles se déclarent la guerre. Il y a une déclaration officielle des hostilités suite à une offense initiale. La première offense entraîne un premier homicide et cet homicide entraîne à son tour un second et ainsi de suite. Donc, ce qui explique que la vendetta n'implique pas qu'une génération, mais plusieurs générations et parfois des dizaines et des dizaines de générations. La vendetta peut courir sur un demi-siècle, voire un siècle entier. La vendetta s'exerçait de partout en tant que vengeance des hommes, vengeance des familles, justice des familles, de partout. Que ce soit dans l'actuelle France, l'Allemagne, de partout. On a eu des États qui ont rendu la justice. Seulement, il y a des régions qui ont été privées, pour des raisons historiques, de cette justice. Ce sont les Albanais, par exemple, ce sont les Kabyles dans le bassin méditerranéen, et ce sont les Corses. Car nous, au Moyen-Âge, nous sommes sous la domination des Génois, et la République de Gênes, elle n'est pas en Corse pour rendre la justice, elle est en Corse pour gagner de l'argent. Donc, dans les statuts civils et criminels de la Corse, il est inscrit que celui qui commet un crime ou un délit, s'il donne une somme d'argent correspondante à un critère, un barème, eh bien, il est absous de ses péchés. Imaginez dans cette Corse traditionnelle où on vit en permanence sous le regard des autres, imaginez parce que vous avez payé, vous allez pouvoir reprendre dans le village même si vous avez tué le père de votre voisin, donc c'est inimaginable. La vendetta s'est codifiée, elle a continué à exister, elle a été quelque chose de très important, elle a été le garde-fou qu'une justice devrait être dans toute société organisée. Il faudra attendre ensuite l'époque de l'indépendance sous Pasquale Bauli au XVIIIe pour avoir une véritable justice, avec un net recul de la vendetta. Et puis, dès la conquête militaire française, c'est fini. On continue à ne plus avoir de justice et la vendetta repart de plus belle pour s'ancrer profondément dans nos mentalités et arriver jusqu'au XXIe siècle, au moins dans les mentalités. Pendant son enfance, André Spada est bercé par les histoires de bandits, les justiciers pour l'honneur se moquant des gendarmes lancés à leur trousse. À cette époque, les petits garçons du Crusini ne jouaient pas aux gendarmes et aux voleurs. Aucun d'entre eux ne voulait tenir le rôle du gendarme. Ils jouaient aux bandits, tout simplement. Le 2 août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Tous les hommes valides sont mobilisés. Spada a alors 17 ans. C'est un jeune homme courageux au travail qui n'hésite pas à prêter main forte à son père. Il s'est déjà exercé à plusieurs métiers, bûcheron, ouvrier agricole, berger. Il reverse son maigre salaire à ses parents afin de subvenir aux besoins de ses 9 frères et sœurs. Le 23 mars 1917, il s'engage volontairement à Ajaccio. Affecté au 19e régiment d'artillerie de campagne, il entre en novembre 1917 au centre d'organisation de l'artillerie lourde. Lors d'une permission, il déserte et se cache dans les environs de Lopigna. Sa cavale ne dure que peu de temps. Il est retrouvé et arrêté, condamné le 28 avril 1918 à 3 ans de prison avec sursis par le Conseil de guerre du Mans. Il verra sa peine suspendue et sera amnistié plus tard par la loi du 29 avril 1921. Le 1er juillet 1919, il s'engage à nouveau dans l'artillerie coloniale où il est affecté au 3e régiment. Il poursuit alors les campagnes contre l'Allemagne et ses alliés. Pendant 2 ans, affecté au 272e régiment d'artillerie, il participe dans le Djebel Druze aux opérations de Syrie. Le 23 mai 1921, Spada est mis en réserve et revient en Corse. Spada est enfin de retour sur son île. Il décide d'arrêter le métier de bûcheron et postule pour l'administration des douanes. Mais son aspiration à vivre une vie rangée va être rapidement mise à mal par la fatalité. La mort du gendarme Caillot à Sari d'Orchin le 22 octobre 1922 va sceller son destin. Las d'être traqué, Spada se réfugie un temps en Espagne. Mais au bout d'1 an, gagné par le mal du pays, il retourne en Corse et retrouve Dominique Routilly dans le maquis. André Spada, dans ses mémoires, racontera « De jour en jour, le maquis nous devenait plus familier. Nous espérions pouvoir continuer comme ça tout tranquillement pendant des années.
Déjà, nous espérions que le sang humain ne coulerait plus par le fait de nos armes. Hélas, quand on a commencé à tuer et qu'on veut garder sa peau quand même, on est bien obligé de continuer à tuer. Le 3 janvier 1924, cela fait un peu plus d'1 an que les deux amis sont en cavale. Accompagnés de leur guide, François Léca, ils se font héberger chez une connaissance de Spada, la veuve Muzio, qui vit avec son fils dans une bâtisse à 4 km d'Ajaccio. Dans la nuit, Spada est réveillé par l'aboiement d'un chien. Aux aguets, il entend le cliquetis d'armes qu'on charge. Vif comme l'éclair, il profite de l'obscurité pour sortir de la grange où il a préféré dormir à quelques mètres de la maison et réussit à monter sur un petit monticule qui lui permet d'observer la scène. De là, il a tiré 2 coups en l'air pour faire entendre à mon oncle qu'ils étaient encerclés. Il a entendu, c'est là où il est sorti, il a essayé de sortir. La ferme est assiégée par les gendarmes. Il ne faisait aucun doute qu'ils avaient été trahis. Dès que la troupe se mit en mouvement pour porter son assaut, Spada tira sur les gendarmes. Puis il cria à Rutilli de s'enfuir. Ce dernier, comprenant la situation, tira sur le fils de la veuve, qu'il pensait être le traître, et sur sa mère qui venait au chevet de son enfant. Puis il tourna son fusil vers les gendarmes. Pendant ce temps, Spada, équipé de son fusil hammerless et d'un pistolet automatique Mauser, tirait de son côté. Papini, un des inspecteurs, tomba le crâne fracassé. Le commissaire David, qui dirigeait les opérations, voyant la mauvaise tournure que prenait cette affaire, demanda du renfort à Ajaccio. Là, quand même, on n'est plus dans le banditisme d'honneur, puisqu'il y a une volonté de tuer, même si la raison est noble, on est quand même un peu dans la persécution, on est un peu dans la non-raison, on abat des gens simplement parce qu'on a un doute, l'honneur est loin. Une courte accalmie permit à Rutilli de sortir de la maison. Bondissant dans le chemin en s'ouvrant le passage à l'aide de longues rafales, il crut pouvoir s'échapper. Les gendarmes sont avancés et de là, il y a eu le commandant Aquavive qui était le patron de la brigade à l'époque, qui a été blessé. Et puis, il y a eu une dizaine de gendarmes qui sont arrivés sur lui. Et là, ils l'ont bloqué. Rutilli est enchaîné et emmené à la prison d'Ajaccio. Spada ne pouvait plus rien faire, il était temps de s'enfuir. Il reprit avec regret le chemin du maquis. Le lendemain, il écrivit au procureur de la République d'Ajaccio pour dégager la responsabilité de Rutilli. Il précisait que les balles qui avaient atteint l'inspecteur Papini et le gendarme Canal avaient été tirées par lui. Rutilli est transféré à la prison Sainte-Claire de Bastia. Spada rôde alors autour du bâtiment et tente d'intimider les jurés des assises, en vain. Le 25 février 1925, Rutilli est condamné à la peine de mort. Grâce à la persévérance de son défenseur, maître de Montterra, il voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité et est envoyé au bagne de Cayenne. Spada est bouleversé. Il a été malade quand ils ont arrêté Anton Dominique. Ça oui, là il était malade. Là il était devenu pauvre, là c'était plus le même. Là il devenait vraiment féroce parce que, féroce du genre, je veux dire par là, par rapport à son ami qui était vraiment, c'était 2 amis intimes, vraiment des gens qui se main dans la main. Alors que Spada avait une fois de plus échappé aux autorités, la cour d'assises de la Corse le condamne le 11 juillet 1925 à la peine de mort. C'est une condamnation à mort par contumace, c'est-à-dire en l'absence du bandit qui n'est pas présent au moment du procès puisqu'il garde la campagne. Spada, seul dans le maquis, errant de cache en cache, commence à déprimer. En 1925, il rencontre la fille d'un berger, Marie Caviglioli, dont il tombe éperdument amoureux. Les 2 amants vivent une idylle tumultueuse, mais la jalousie exacerbée de Spada a raison de cet amour et Marie le quitte, non sans mal, et va se réfugier à Ajaccio en juin 1925.
Elle y rencontre Jacques Giocondi, dont elle devient la maîtresse. Lorsque Spada apprend la nouvelle, il n'a qu'une idée, se venger. Pourtant, quelque chose le retient. Depuis quelque temps, il réfléchit à son passé. Il avait fait couler beaucoup de sang. Il commence alors à se tourner vers Dieu. Il prie, mais son atavisme est le plus fort. Je ne dormais presque plus, je ne pouvais presque rien manger, je m'affaiblissais de jour en jour. Enfin, las de lutter contre moi-même, ne pouvant plus y tenir, j'ai pris la décision de tuer les coupables, ayant compris que seul le sang pourrait me rendre à nouveau la paix morale. Les bandits corses, les bandits, qu'ils soient d'honneur ou de perception, sont, comme toute la Corse de cette époque, extrêmement chrétiens, extrêmement religieux. Alors, ils ne respectent pas tous les préceptes de la religion, mais il est quasi systématique que tous les bandits aient sur eux des petits médaillons, des petites photos, dessins religieux. Ils sont extrêmement respectueux de cette idée-là de la religion, mais c'est en rapport avec leur époque, une Corse extrêmement chrétienne, avec un christianisme particulier qui est le nôtre, un christianisme parfois empreint de paganisme. Quand on récite une prière catholique en jetant des gouttes d'huile dans l'eau, le catholicisme, il est loin. Il est clair que le précepte « tu ne tueras point » n'est pas appliqué, c'est compris par l'ensemble du peuple et c'est admis. C'est notre christianisme à nous, c'est notre catholicisme à nous, avec ses particularités. Le 15 novembre 1925, accompagné par Antonelli, un repris de justice réfugié comme lui dans le maquis, il se met en quête de la cache de Marie et de son amant. Spada, pensant que le couple s'est réfugié dans la famille de Giocondi, qui habite dans un petit hameau près de Bastia, prend cette direction. Il arrive à la tombée de la nuit. Il n'y a que 3 maisons et Spada, observant les fenêtres, aperçoit une jeune femme qui s'affaire dans la cuisine. Il y a aussi un homme derrière la vitre. Il tient sa vengeance. Les amants sont là. Il ajuste son fusil et à 18 mètres, il fait mouche. L'homme et la jeune femme sont touchés, chacun d'une balle en pleine tête. Le bandit repart tranquillement, le visage serein, l'affront est lavé. Malheureusement, quelques jours plus tard, Spada apprend qu'il s'est trompé. Il a tué le vieil oncle de Giocondi et sa jeune sœur Rosemary, âgée de 22 ans. Jacques Giocondi, l'amant de Marie, bouleversé et voyant que le bandit irait jusqu'au bout, décide d'abandonner sa compagne à son triste sort. Il a basculé, là. Là, on ne peut pas dire que c'est passé avant, amitié avec Routil, tout ça. Bon, ça, on n'en parle plus. Là, il est rentré dans un phénomène qu'il ne connaissait pas. Et après, il a fait une déroute, plusieurs déroutes. Le roi du maquis, à cette époque, c'est Nonce Romanetti, brasseur d'affaires et personnage influent en politique. Il fréquente les grands hôtels et les bons restaurants. Le 25 avril 1926, son corps, criblé de balles, est retrouvé sur la route de Lava. On ne sut jamais qui avait fait le coup, mais lors de son enterrement, des milliers de personnes suivirent le cortège funéraire. Sa femme, Antoinette Léca, reprend ses affaires. Mais elle a besoin d'un homme qui sache se faire respecter. Spada, de son côté, se sent seul. Par raison, plus que par amour, ils se mettent ensemble et vivent à la Punta, un véritable nid d'aigle. Cette bergerie surplombe à la fois la plaine, la mer et la montagne. Spada se laisse faire parce que, en reprenant la maîtresse de Nonce Romanetti, il espère quelque part reprendre dans l'opinion publique la place qu'avait Romanetti, qui était une place qui pouvait être certes enviable, de véritable roi du maquis, de personnes aimées, adulées, à qui on vient demander conseil, qui est à la fois juge de paix, qui avait un pouvoir très puissant dans la région. Et Spada, en reprenant la maîtresse Antoinette Lega, en reprenant a Bunta ai Morti, la bergerie que fréquentait Nonce Romanetti, il espère devenir le nouveau Romanetti. C'est d'ailleurs un grand tournant dans sa vie et qui va le faire sombrer dans un banditisme de perception sans foi ni loi, sans limite et sans retour possible. Grâce à son influence et à son fusil, Spada reprend le contrôle du service postal entre Ajaccio et Lopigna. Et pendant plusieurs années,
Souvent en faisant entendre la poudre, il règne sur ce juteux contrat avec l'administration. En 1926, il en perd le monopole. Il organise alors une embuscade pour arrêter la voiture de la poste. Et au moment de l'attaque du véhicule, il y a par hasard 2 gendarmes. Spada, dans son esprit torturé, va imaginer que c'est un piège qu'on lui a tendu, qui sont là pour protéger celui qui a eu la ligne, et il va abattre le chauffeur et les 2 gendarmes qui sont là pour rien, les malheureux. Et dans les 6 dernières années passées au maquis, pour Spada, on voit de l'argent qui lui est versé par les responsables du service postal, précisément entre Lopine et Ajaccio. Et l'administration locale, d'ailleurs, ferme aussi les yeux, lui accorde diverses concessions ou divers contrats. Spada, finalement, annonce en quelque sorte quelques aspects du grand banditisme, ou en tout cas l'évolution que connaît le banditisme corse après la Première Guerre mondiale, et notamment cette idée du haut degré d'organisation. La Corse devenait une zone de non-droit. Plusieurs bandits s'étaient partagé l'île. Ces percepteurs, comme les appelait Spada, rançonnaient sans vergogne dans les zones qu'ils contrôlaient. La presse, attirée par cette situation, fit une série d'articles sur ces bandes et Spada fut le héros d'un long reportage dans le journal Police Magazine. Alors que depuis 10 ans, les autorités tentent de l'arrêter, la journaliste Christiane Hubert va réussir à le rencontrer dans le maquis. Voici Monsieur Gray, reporter du Pâté Journal. Spada. Heureux de faire votre connaissance. Moi, le bandit Spada, bandit d'honneur et de vengeance. Évidemment, vous êtes obligé d'avoir toujours cet arsenal. Maintenant, c'est comme que j'aille me boire un café, quoi. C'est la même chose. Je porte ça d'habitude. C'est déjà la 9e année que je l'ai sur moi. Vous avez déjà un amerlès, là? Voilà, celle-là, je la porte de préférence tout le temps dans mes mains. Et je peux vous dire, monsieur Gray, que c'est le premier qui vous prenait mon fusil dans les mains. Et André Spada intéresse particulièrement les journalistes, puisque, d'ailleurs même sur l'île, il fait figure de dernier bandit, il est la figure type sur le continent en tout cas du bandit, toujours aux prises avec ses ennemis, avec les gendarmes. Donc on peut bien dire que les journalistes, presque malgré eux, font des bandits corses des héros, sinon au moins des mythes. Ces journalistes de renom, ces personnalités sont reçus dans ce qu'on appelle le Palais Vert, le maquis par ces bandits qui mettent en scène les réceptions de ces invités de marque et qui vont créer leur propre légende, créer la légende du banditisme et qui vont participer à entretenir leur propre légende. On a par exemple Belle à Gauche qui dira un jour à un ami, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu leur racontes à ces gens qui viennent te voir ?» Et lui il sourit, Belle à Gauche, et il dit bah, « Ils sont venus pour entendre des histoires extraordinaires. Je leur raconte des histoires extraordinaires. » Romanetti ira plus loin. Romanetti, il est dans une bergerie, il doit recevoir un invité de marque. S'il faut 10 minutes de marche pour atteindre la bergerie, il va le faire marcher 3 heures dans le maquis avec des guides qui vont tourner en rond pendant 3 heures pour qu'il ait l'impression d'arriver dans un endroit inaccessible. En septembre 1931, la bande de Bartoli exige du propriétaire du Grand Hôtel d'Ajaccio et des consuls d'Angleterre et d'Italie qu'ils versent un impôt de 20 000 francs chacun. Les bornes sont dépassées et le gouvernement de Pierre Laval décide qu'il est temps d'agir. Alors, le gouvernement français se lance dans une campagne d'épuration du maquis à partir de novembre 1931, une opération qu'on nomme d'ailleurs l'opération de contre-banditisme. Donc le gouvernement décide d'en finir une bonne fois pour toutes et on fait appel au fameux Pierre Laval qui sera influent sous le gouvernement de Vichy un peu plus tard. Et ce sont des moyens dignes d'une période de guerre qui sont déployés. Déjà, on double les effectifs de la gendarmerie. On envoie en Corse 18 pelotons de la garde républicaine mobile, ce qui correspond à plusieurs centaines d'hommes. Et en plus de ces effectifs supplémentaires, un matériel de guerre est mis à la disposition des gendarmes, en plus des chiens, des pistolets automatiques, des carabines à répétition, un matériel d'envergure. On peut penser au fait que désormais on a 2 tanks, 11 automitrailleuses, des camions, des autocars.
Le débarquement à Ajaccio est extraordinaire. On est au mois de novembre, il y a une pluie terrible. Il y a un élément qui est l'élément déclencheur de la campagne d'épuration du maquis. Il faut se débarrasser du bandit Bartoli, qui a une bande armée autour de lui impressionnante. Et quand Bartoli est assassiné, on lance l'opération, campagne d'épuration du maquis. Donc on va couper les téléphones et les télégraphes à Ajaccio. On va fermer la ville et on va faire débarquer l'armée avec une ville en état de siège où les gens n'ont pas le droit de sortir, n'ont pas le droit de bouger, n'ont pas le droit de téléphoner, n'ont pas le droit de communiquer. Il ne faut surtout pas informer les bandits. Donc on fait débarquer l'armée et l'armée va prendre la direction de la Cinarca, de l'Aubigna, de Calcadoglio, de Guagno pour essayer de loger les bandits, pour essayer de les arrêter et surtout pour essayer de leur couper toute communication, toute possibilité de ravitaillement. La guerre est déclarée et malgré cela, André Spada, tout comme d'ailleurs François Bornet, un autre bandit qui occupe le Talaou, ne sont pas arrêtés. Pourtant, les gendarmes investissent le domaine de la Punta, mais n'arrivent à arrêter que des membres du clan de Spada, donc essentiellement des Lecca. On va arrêter des centaines de gens, tous les proches de chaque bandit pour éviter qu'ils soient ravitaillés au maquis. Donc on arrête des innocents, on les met en prison. On va perquisitionner partout, on va saisir des armes. On va mettre vraiment pendant plusieurs mois la Corse en ébullition à un point qu'on va en faire tellement que quelques mois plus tard, l'opinion publique s'est retournée totalement contre cette campagne d'épuration. La campagne d'épuration du maquis fait scandale. Sur le continent, on se mobilise pour demander son arrêt. Les gendarmes aussi sont à bout de nerfs. Des gendarmes extrêmement jeunes, envoyés en Corse comme finalement si on les envoyait au front. D'ailleurs, l'année de service en Corse compte double, comme une année de campagne. Et donc des gendarmes qui n'avaient qu'une envie, c'était de rentrer sur le continent, qui étaient très mal à l'aise face à la population finalement qui protégeait ces bandits, même les bandits percepteurs. Finalement, le 2 novembre, la bande de Caviglioli est décimée et le 7, c'est le tour de Bartoli, dont le cadavre est retrouvé criblé de balles près de Sartène. Il faut savoir que dans l'histoire du banditisme, les gendarmes n'ont pas tué beaucoup de bandits vivants. Ils ont surtout tué des cadavres pour en assumer la gloire. Très souvent, c'était les gens, lorsqu'ils tuaient des bandits, qu'ils soient d'honneur ou de perception, qui appelaient les gendarmes en disant voilà, vous pouvez récupérer le corps de tel bandit à tel endroit. Un gendarme partait, il tirait sur le cadavre du bandit et ensuite il revenait au village avec le bandit arrêté. Et pour les gendarmes, c'était énorme pour leur carrière. En février 1932, il ne restait plus que Spada et son jeune frère Bastien, qu'il avait rejoint quelques années plus tôt. Tous deux demeuraient introuvables. Réfugiés dans le maquis, les deux frères étaient épuisés. Privés d'aide et de nourriture, ils étaient affamés. La folie gagnait Spada, qui passait ses journées à prier Dieu. Bastien finit par craquer. Et il se rendit aux autorités le 1er juin 1932. Malgré la prime de 100 000 francs que l'on proposait pour sa capture, Spada était insaisissable. Et des rumeurs couraient. Il était moine à Bonifacio, ou réfugié en Sardaigne, ou en Espagne. On raconta même qu'il était mort de froid dans les montagnes, et dans les villages, on chanta un lamentu, un chant funèbre à sa mémoire. Ce n'est que vers la fin mai 1933 qu'on crut le voir près de la maison de sa famille à Cogge. Las de la cavale de leur fils, les parents d'André Spada prirent la décision d'alerter les gendarmes. C'est le père qui dit, vous l'arrêtez parce que c'est plus lui, c'est un agneau que vous allez arrêter. C'est-à-dire que pour mon grand-père, Gavino, qui était son père, le fait est qu'ils ont passé tellement de mauvais moments à la maison, qu'à la fin, ce mal qu'ils ont eu, il a vu son fils, qui était plus ou moins, pas à l'agonie, mais dans un moment de... Il a dit, venez le chercher, parce que à nous, ça nous sortira. Le 29 mai, les gendarmes encerclent la bâtisse et cette fois-ci, ils attrapent le fugitif qui avait abandonné ses armes dans une cache non loin de là. Il ne résista pas. Outre Spada, le père, la mère et deux des frères d'André Spada sont arrêtés.
Et on peut dire qu'avec cette arrestation, en 1933, finalement, les gendarmes ont réussi à épurer le maquis, qui cette fois est réellement débarrassé de ses contumaces. Et ces deux arrestations sonnent comme un chant de victoire, finalement, après des décennies, des siècles de traque des bandits par les gendarmes. L'arrestation est extrêmement médiatisée, parce que c'est rare d'arrêter les bandits. Elle est enjolivée. Parmi les gens qui vont l'arrêter, il y a l'adjudant Agostini, qui va se voir offrir comme récompense le choix entre ou une élévation de grade ou la Légion d'honneur. Et l'adjudant Agostini choisira la Légion d'honneur. Bon, l'arrestation est certainement beaucoup moins glorieuse que ce qui a été raconté dans les rapports de gendarmerie, qui raconte une lutte de haut de main, Spade surpris dans son lit, les gendarmes qui vont se battre avec lui, qui vont réussir à le maîtriser. Alors c'est très beau, mais tout est faux. Spade avait perdu la raison. C'est plus le même que l'on a arrêté que celui qui était au maquis pendant 10 ans et qui régnait sur la région. C'est plus du tout le même homme. La solitude, le manque de nourriture, la maladie l'ont très certainement affaibli et l'ont atteint au niveau du cerveau au point qu'il ait perdu la raison. Devant le comportement mystique de Spada, le juge d'instruction demanda un examen psychiatrique. Le rapport des médecins aliénistes fut clair. Spada n'était pas atteint d'une forme quelconque de démence et était bien responsable de tous ses actes. Lucia Molinelli Cancellieri, fille de l'avocat de Spada et auteur du livre « Spada, dernier bandit corse », remarque, après une enquête minutieuse, que tous les examens médicaux n'ont pas été pratiqués. Dans les années 30, les maladies vénériennes telles que la syphilis étaient très répandues et pouvaient provoquer des crises de démence. Autre hypothèse méconnue, avancée par les neveux d'André Spada, l'empoisonnement. La responsable serait une espionne anglaise, Edith Nelson, qui l'avait rejoint dans le maquis et se serait présentée comme journaliste. Cette histoire de l'anglaise, c'était une énormité incroyable. C'est pas incroyable ce qu'a pu faire cette femme-là. On lui avait ordonné de faire boire quelque chose à André, là. Il était devenu doux comme un agneau. On lui avait administré des choses qu'il ne savait pas, lui. Et ça, c'est l'anglaise, justement. La piste ne sera jamais étudiée et au bout de 2 ans, nécessaire au vu des nombreux forfaits commis par le bandit, l'instruction est close et le procès peut enfin avoir lieu le 4 mars 1935 à Bastia. L'arrivée de celui qu'on appelait le tigre de la Chinarca fut saluée par le crépitement des flashs des nombreux reporters présents dans la salle d'audience. Très à l'aise, Spada, qui avait pris un soin particulier à sa tenue, loin de l'aspect hagard qu'il avait au moment de sa capture, présentait un large sourire au photographe. Lorsque le président évoqua tous les crimes qu'il avait commis, il reconnut ses forfaits, mais expliqua que Dieu l'avait remis sur la bonne voie. Le président ne tint aucun compte de ses remarques. Vous ne cessez d'affirmer qu'un bandit doit faire sa réputation, qu'un bandit ne doit porter aucune crainte dans son cœur. Inspirez la terreur, tout est là. Aussi, votre loi est très simple. Elle ne comporte qu'un article, un seul, la mort. Et le président enfonça le clou. Spada, vous vous dites bandit d'honneur et de vengeance. Vous n'avez rien du bandit corse. Bandit de vengeance, c'est possible. Mais que vous avez donc fait tous ces malheureux gendarmes? Le lendemain, le long défilé des témoins apporta des précisions sur les crimes qu'on imputait à Spada. Il reconnut tout, même ceux qu'il n'avait pas commis. Le 6 mars 1935, dernier jour du procès, le procureur général fit un réquisitoire terrible contre le banditisme et sa légende assise sur le banc des accusés. Nous ne parlons pas la même langue, Spada. Quand vous parlez d'honneur, je ne sais pas si vous parlez sarde. Vous ne parlez en tout cas ni corse, ni français. Si jamais les bandits d'honneur avaient existé, vous auriez discrédité le banditisme. Sans hésitation, il demanda la peine de mort. L'honneur de la Corse, son passé glorieux l'exige. L'après-midi, ce fut le tour des 2 avocats de Spada. Maître Charles Cancellieri et maître Tito Bronzini de Carafa. Leurs plaidoiries subjuguèrent le public et la description de la guillotine sanglante sembla repousser l'idée de la peine capitale chez les jurés. Le
procureur général, sentant l'opinion basculer, interrompit la plaidoirie et rappela que Spada avait avoué tous ses crimes. Les jurés se retirèrent pour délibérer. De retour dans la salle d'audience, leur verdict fut sans appel. À toutes les questions, ils avaient répondu coupables et n'avaient retenu aucune circonstance atténuante. La sentence coulait de source, Spada était condamné à mort. L'exécution eut lieu le 21 juin 1935. La veille, M. Desblair, le bourreau, ses assistants et la sinistre machine étaient arrivés sur le paquebot Général Bonaparte. Lors de son exécution, on voit une forme d'admiration de la part de la population à l'égard de Spada, puisqu'il est devenu une sorte de mythe. Il faut rappeler que pour la population, il reste un symbole. Il a échappé pendant des mois à l'opération de contrebanditisme et il se présente encore comme un bandit d'honneur à une époque extrêmement tardive. Et d'ailleurs, petite anecdote, le bourreau, M. Desblair, ne trouve aucun habitant pour l'héberger, ni lui ni ses valets d'ailleurs, puisque finalement il apparaît comme la figure du mal, bien plus que celle d'André Spada, et il doit séjourner sur le bateau qui l'a conduit en Corse. La guillotine est installée dans la nuit et c'est à 2h45 que les officiels pénètrent dans la cellule du condamné qui dormait profondément. « Ayez du courage », lui dit l'avocat général en lui secouant le bras. « Rassurez-vous, j'en aurai », lui répondit Spada. Après sa toilette, on organisa une messe à laquelle le bandit assista avec ferveur. Le petit journal qui retranscrit l'exécution le lendemain explique que Spada a eu un comportement honorable dans les heures qui ont précédé l'exécution. Le journaliste explique qu'il chausse des souliers neufs, qu'il procède à une toilette méticuleuse, qu'il dit même ne vous en faites pas, j'aurai du courage, et l'article conclut le tigre de la Djinarca est mort en homme. À 4h12, le couperet s'abattit sur la tête du dernier bandit corse. On ne devait plus revoir la guillotine sur l'île. C'était la fin d'une époque. Je voulais laisser à vous faire connaître, n'est-ce pas, que la vie du bandit n'est pas une vie, une misérable vie. Alors je m'en doute bien. On nous dit souvent des rois de maquis et de tant d'affaires, mais nous sommes plutôt des esclaves de la liberté.